Il y a ici toute l'histoire de la construction de la cathédrale de Vienne. Ça, c'est fascinant. C'est fabuleux parce qu'on a tous les hommes qui ont bâti cet édifice. On va faire un petit tour dans une ville absolument magnifique, une ville du Saint-Empire romain germanique. On quitte la France. On quitte la France, oui, oui. C'est vrai que, en tant qu'Alsacien, je suis à cheval sur ces deux cultures. Tous les bâtiments de la plaine sont du Saint-Empire romain germanique. Et il est intéressant de voir la différence entre les marques lapidaires du Royaume de France par rapport au Saint-Empire, etc. Donc là, on quitte la France, on va faire un tour à Vienne, c'est en Autriche. Et j'ai une petite histoire tout à fait intéressante à vous raconter sur cette magnifique cathédrale qu'on voit d'ailleurs ici sur une photographie. C'est vraiment un édifice de toute beauté que j'ai pu visiter. Sur des édifices comme ça, on ne peut pas faire le relevé des marques, il y a trop d'endroits qui sont interdits. Par contre, les gens sur place ont fait ce travail bien avant moi, c'est évident. J'ai donc pu me procurer la liste de toutes ces marques lapidaires et dans un premier temps, je les ai reproduites sur les panneaux qu'on peut voir ici. Je les ai reproduites, ceci pour les expliquer au niveau du musée. On voit qu'il y a un certain nombre de tableaux. C'est absolument... En bas, il y a le petit croquis de l'édifice qui indique juste 135 mètres de hauteur. Donc, je me suis fait ce travail sur informatique, ceci pour pouvoir donner quelques explications sur ces marques étonnantes. Et puis, quelques années plus tard, j'ai eu l'occasion de retourner à Vienne. Et là, les choses se sont passées différemment. Quand j'explique aux tailleurs de pierre qui travaillent sur place, qui font la restauration de l'édifice, quand je leur explique ce que je fais, généralement, ils sont ravis de voir que quelqu'un s'occupe des anciens et essaye d'interpréter un petit peu ce qui s'est passé à l'époque de la construction. Donc, au niveau des tailleurs de pierre, pas de souci. Après, c'est un peu plus compliqué quand il faut aller voir les administratifs. Ce sont des gens qui sont là pour gérer, qui sont moins là pour tailler les pierres, ils sont moins dans la partie, comment dire, affective du bâtiment. Enfin, c'est comme ça que je l'explique. Et puis, j'ai eu une chance fantastique parce que l'un de ces administratifs que j'ai pu rencontrer est passionné par les marques. On est donc très rapidement, ce qui n'est pas forcément le cas, très rapidement, on était en phase sur le sujet. Évidemment, je lui ai demandé, mais est-ce que vous avez des documents? Est-ce que je peux voir un peu certaines choses? Et il m'a effectivement expliqué qu'ils avaient des tableaux, des panneaux en bois sur lesquels sont représentés les marques de tous les tailleurs. Je peux voir ces panneaux? Compliqué. Ces panneaux sont stockés dans une véritable chambre forte, climatisée, dans l'obscurité. Évidemment, ils prennent toutes leurs précautions pour que ces éléments ne se dégradent pas. Évidemment, vous voyez ma déception en venant de Colmar pour aller à Vienne et ne pas pouvoir voir de très près ces éléments. J'avais bien sûr avec moi mon ordinateur, et j'abrège un petit peu, mais j'ai donc proposé à ce monsieur, après de longues discussions, après plusieurs heures qu'on a passées ensemble, j'ai dit, écoutez, moi je vous propose un troc. Je vous propose, je vous décharge sur une clé USB tous mes relevés que j'ai pu faire sur le Royaume de France. Et vous, en contrepartie, vous allez me donner des photos de ces fameux panneaux qui sont à l'abri dans une chambre forte. Il a joué le jeu, ça a été un moment tout à fait agréable, donc je lui ai transmis tout mon fichier, tous mes 15 années de travaux sur les relevés dans le Royaume de France, et lui m'a donné quelque chose qui pour moi a une valeur inestimable, et donc il était ravi. Pour lui c'était également une documentation pour voir la différence
entre ces marques, parce qu'il y a vraiment une différence considérable entre le Royaume de France et le Saint-Empire. Donc ce sont des panneaux, c'est une espèce de triptyque, ce sont des volets qui s'ouvrent. Est-ce que tu les as imprimés à l'échelle, non? Alors, non, je ne suis pas sûr. Je suis approchant. Je ne sais pas. L'échelle, finalement, j'ai pas eu le réflexe de demander quelle est l'échelle. C'est pas forcément important, ce qui est important, ce qui est dessus. Donc on est là, vous voyez bien, c'est l'aigle bicéphale. Et on voit ici un certain nombre de panneaux qui sont donc dans cette... ça s'ouvre comme un livre. Ce sont des panneaux en bois. Les cadres sont récents puisqu'on voit des vis, enfin qu'importe. Toujours est-il que il y a ici toute l'histoire de la construction de la cathédrale de Vienne. Ça, c'est fascinant. Le début de la construction est ici. Je tape au hasard, à la hauteur de la caméra. Ici, on est par exemple en anno 1138. Eh bien, il faut bien comprendre ce tableau. En 1138, ce maître, ce Baumeister. Comment on traduirait Baumeister en français? Baumeister, c'est le maître d'œuvre. Ce maître d'œuvre a été employé pour continuer la construction de cet édifice. Et quand il est venu en 1138, il y a eu un certain nombre de compagnons qui sont là. Il y en a eu vraiment une, deux, quatre, il y en a un certain nombre jusqu'ici. Donc tous ces gens-là sont rentrés entre 1138 jusqu'au maître suivant, 1150. C'est tout à fait étonnant. Et on a le nom de chaque maître. Évidemment, la traduction, ça me prend un petit peu de temps, et puis ça n'a pas d'intérêt. Voilà, donc voici donc le cheminement de la construction de cet édifice. On est, comme j'étais ici, 1138. Tous ces compagnons rentrent entre cette date et celle-ci. Le maître suivant, il s'ajoute ou il remplace ça, on ne connaîtra jamais l'histoire. Il rentre en 1150. Et voilà les compagnons qui rentrent entre 1160 jusqu'à 1158, où il y a un nouveau maître qui rentre à nouveau, et ça recommence. 1158, là il y a une particularité. En 1158, il y a un seul maître qui rentre, et apparemment, il n'y a pas eu de compagnons qui sont rentrés. Lui, il est arrivé en 1158, et un autre maître est arrivé en 1190. Donc il y a eu certainement une rupture. 32 ans sans 32 ans. Alors c'est extrêmement intéressant parce que toutes ces ruptures, quand on fait des recherches historiques, on se rend compte qu'il y avait, soit il y avait plus d'argent pour construire, soit il y avait une guerre, soit il y avait des problèmes d'épidémie, etc. Donc toute l'histoire peut se lire au travers de planches comme celle-ci. Et voilà qu'en 1190, le chantier reprend de plus belle. Et il y a tous ces compagnons qui arrivent avec ce deuxième maître en 1190. En 1190, encore une fois, il n'y avait pas assez de monde. Il y a un deuxième maître qui est rentré la même année et qui est venu à nouveau avec toute une équipe de compagnons qu'ils ont embauchés en même temps. 1222, donc 22 ans après. 32. C'est ça. 32, arrive un nouveau maître avec toute son équipe ou avec des gens qu'ils ont embauchés. Et alors là, il y a du monde. Il y a du monde qui rentre en 1200. Qu'est-ce que j'ai dit? 1202, pardon, je rectifie. 1202. Donc il rentre avec 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20, 30, 40. Il y a une cinquantaine de compagnons qui rentrent à cette époque-là. Et puis, 1257, un nouveau maître, à nouveau toute une équipe de compagnons. 1267, ça continue. Et voilà un tableau qui explique avec une précision extraordinaire comment le chantier fonctionnait et comment ils ont embauché ces gens-là. C'est remarquable d'avoir créé ces tableaux-là. Alors, il faut bien vous dire que ces hommes-là, que ce soit dans le Royaume de France ou dans le Saint-Empire romain germanique, ne savaient ni lire ni écrire. Pour la très grande majorité d'entre eux, ce qu'ils savaient faire, c'était effectivement graver à la perfection leur petite marque. Mais dès qu'on leur donne une plume, et j'aurai d'autres éléments
à raconter lors d'une prochaine vidéo, où on se rend compte que la taille est parfaite, et dès qu'on leur donne une plume avec de l'encre, c'est un vrai graffiti parce qu'ils n'ont jamais eu de plume en main. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc on continue, on avance, 1416, 1505, 1506, et ça continue, et le chantier continue, et on rend 1557, 1584, etc., 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 1627. C'est fabuleux parce qu'on a tous les hommes qui ont bâti cet édifice. J'ai le sentiment qu'à mesure qu'on avance dans le temps, on a de plus en plus de compagnons représentés par panneaux. Oui, mais je constate aussi, et ça je ne le savais pas à l'époque, on voit que l'intérêt de la marque lapidaire n'est plus la priorité. On voit bien ici, il y en a encore quelques-unes, mais elle disparaît. On n'attache plus le même intérêt à cette marque. En fait, la marque, c'est la qualification du compagnon. C'est son diplôme. Il sait ni lire ni écrire, par contre, il sait décliner son diplôme en gravant sa marque. Or, à partir de 1620, par là, on se rend compte que ça se perd de plus en plus. Là, il n'y a plus une seule marque. On est en 1800, 1870, 1885. Il n'y a plus une seule marque du tout. Et le tableau s'arrête en 1897. Mais c'est quand même tout à fait extraordinaire d'avoir une telle chronologie des bâtisseurs. Alors pourquoi ont-ils autant d'éléments historiques? C'est que, d'après ce que j'ai compris, la cathédrale de Vienne n'a jamais brûlé, alors que la plupart des autres cathédrales ont toutes subi des incendies. Et malheureusement, les plans ou des tableaux de ce genre ont disparu en entier ou partiellement. Toujours est-il qu'à Vienne, la preuve est là, ils ont su les conserver depuis la nuit des temps, depuis le début de la construction. Alors, il est intéressant aussi de voir que parmi les grands maîtres tailleurs de pierre, il y a eu un maître d'exception. Il n'y en a pas eu une douzaine à travers l'Europe. À Strasbourg, il y avait le Meister Hans Hammer, on aura l'occasion d'en parler. Et à Vienne, il y avait un certain Pilgram qui lui a construit cette chaire dans un seul bloc. C'est un seul bloc de dentelle de pierre, c'est absolument fascinant à voir. D'ailleurs, il a poussé la technique jusqu'à créer des pinacles. Les pinacles, ce sont ces petites pièces-là qu'il a rendues courbes. Ça se voit peut-être pas trop bien sur cette gravure. On essaiera de trouver des photos. Voilà, toujours est-il que il a dans sa fantaisie, il a sculpté des pinacles qui sont légèrement courbés comme s'ils avaient été en caoutchouc. C'est absolument remarquable. J'ai d'ailleurs eu l'autorisation de prendre le moulage de ce personnage qui est là. Ça, c'est sa marque lapidaire, je te montrerai tout à l'heure. Le moulage, ça, c'est une date qui correspond à autre chose. Pas toujours est-il qu'il s'est représenté lui-même. Ce sont généralement des hommes qui avaient un ego très, très fort. Ils étaient appréciés, ils avaient une importance clé. C'est eux qui construisaient et qui fabriquaient la maison de Dieu. Et on retrouve souvent des comportements particuliers où on se rend compte qu'il s'adresse à Dieu. C'est moi qui ai construit ça, j'aurai l'occasion sur d'autres édifices d'en parler. C'est un peu le côté, ça semble un peu naïf comme comportement, mais on se valorise pour ce qu'on fait dans la construction de l'édifice. Voilà, donc on a fait un petit tour ici. Tu pourrais nous montrer la reproduction de la Oui, alors on va y aller. Elle est sur l'un des tableaux. Alors, elle arrive là, elle est là. Voilà. Donc c'est le fameux Anton de prénom, Pilgram, qui a donc construit, qui a façonné cette extraordinaire chaire. Quand on est devant un élément comme ça, et qu'on se rend compte un peu ce que représente ce travail avec les outils de l'époque, en partant d'un bloc sorti de carrière
pour arriver à une petite dentelle comme ça. Voilà, ça c'est la petite histoire de Vienne, de tous les tailleurs de pierre qui ont construit l'édifice, avec les dates d'entrée, avec leurs noms, et la façon dont j'ai pu organiser cet échange. Rusé. Oui, c'est un peu une ruse, mais il a joué le jeu. En face, il avait, lui, envie d'avoir mon travail sur la France, moi j'avais envie d'avoir le sien, et c'est ce qu'on appelle un échange en bonne intelligence, ça profite à tout le monde, et ça permet ensuite de parler de moments tout à fait exceptionnels. Voilà, Anton Pilgram, ça, c'est l'un des maîtres, il y en a eu beaucoup, mais c'est lui qui a laissé le plus de traces avec cette chaire tout à fait exceptionnelle. Voilà pour ce petit tour à Vienne. Merci beaucoup, Claude. Mais je t'en prie. Et puis, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, tournée ici au musée de la glyptographie de Colmar. Bien entendu, comme toujours, vous avez les détails et les liens dans la description de la vidéo. Et puis voilà, je suis très curieux de découvrir le prochain sujet que tu vas aborder, non seulement pour moi, comme ça, en privé, un grand privilège, mais aussi pour tous les abonnés de Planète Raw. Une fois de plus, merci Claude, et puis à très bientôt. Merci à toi, à bientôt. Salut.